Cette histoire commence le 24 février 2022. Olga et Sacha, deux sœurs ukrainiennes, l'une sur le parking à Kiev, l'autre dans sa cave à vin, à Paris. Sacha est effrayée par des bombardements russes dans la capitale, tandis que Olga est rongée par le sentiment d'impuissance dans les rues de Paris. Elles s'écrivent tous les jours, grâce à l'initiative d'Elisa Mignot, journaliste, et nous livrent le récit de leur vie bouleversée. Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Olga et Sacha Kourovska et Elisa Mignot, tous les trois auteurs du livre Le journal d'Olga et Sacha, paru chez Actes Sud. Bonjour Sacha, bonjour Olga, bonjour Elisa. Je suis très heureuse de vous accueillir dans notre podcast L'Ukraine face à la guerre. Vous êtes toutes les trois auteurs de ce journal absolument passionnant, un journal de guerre écrit de deux côtés de frontières. Une partie est écrite en Ukraine, une autre partie est écrite en France, édité en France grâce à cette aide précieuse d'Elisa. En fait, voilà, un livre qui retrace, qui reprend en fait les publications dans le journal Le Monde, donc vous êtes déjà connus, donc ce sont des textes qui sont déjà connus en France. Je vais vous rassembler toutes les 3 aujourd'hui pour qu'on reparle de ce livre, pour qu'on reparle de cette expérience durant 50 premières semaines, après la grande invasion russe en Ukraine. Et ma première question s'adresse à Élise parce que Elisa, vous êtes à l'origine de ce projet. C'est vous, auteur de ce réflexe de noter, de documenter tout de suite. Le 25 février 2022, vous avez pris la décision de cette invitation à deux filles, Olga, que vous connaissiez d'ailleurs à partir de 2014, et Sacha, que vous avez vu uniquement une fois sur l'écran, de noter au jour du jour ce qui se passe dans leur quotidien. Et ce que je trouve absolument sympathique, en fait, de cette démarche, que vous avez opté tout de suite pour un dialogue. Je trouve ça unique parce que vous avez pu inviter Sacha, parce que c'est Sacha qui se trouve à Kiev, bombardé, avec des tanks russes qui arrivent, mais vous avez préféré le dialogue des deux sœurs, voilà, pour rendre la réalité de cette guerre compréhensible à tout le monde. Pourquoi? Je crois que vous avez, employé un mot intéressant avec invitation, parce qu'en effet, évidemment, c'est un projet qui nécessite d'être, co-auteur, co-autrice, à plusieurs, et je crois que c'est ça qui a été, intéressant. C'est-à-dire que, heu, moi, je me suis tout de suite, enfin, très vite rendu compte que c'était aussi, le dialogue entre Olga et Sacha, qui non seulement était intéressant, mais pouvait être une façon, supplémentaire, on va dire, de comprendre différemment, ce qui se passait, en Ukraine. Alors évidemment, il y a plein de façons de raconter la guerre et je pense que notre rôle en tant que enfin mon rôle en tant que journaliste est d'essayer de maintenir une attention, d'essayer de continuer à sensibiliser une opinion publique qui est, on va dire, très sollicitée par d'autres informations, y compris des informations dramatiques, difficiles. Hem et pour moi, pour répondre à votre question, d'avoir ces 2 sœurs, qui entamaient un dialogue, qui commençaient un dialogue, c'était une manière, de créer, enfin d'enclencher peut-être un processus d'identification, peut-être plus fort et plus évident pour un public français. Au sens où finalement, Olga qui est ici, en France,
est confronté d'une certaine façon directement à ce que, les Français en général vont pouvoir, penser, à comment ils vont vivre la guerre et disons qu'évidemment, que son cœur est en Ukraine, mais que le dialogue entre Olga et Sacha, va aussi laisser la place à un public alors, français et peut-être au-delà, mais en tout cas un public étranger, pour comprendre, enfin pour essayer de comprendre ce qui se passe en Ukraine et c'est ça qui m'a intéressée dans ce dialogue d'une certaine façon et dans le fait d'avoir 2 journaux qui avancent en parallèle. Mais c'est vrai que c'était une question, dès le début et ça a été une question, qui s'est renouvelée très souvent parce que, évidemment aujourd'hui c'est un petit peu différent parce que ça a l'air évident ce journal. Mais en fait avec Olga et Sacha, on s'est, régulièrement posé beaucoup de questions sur la légitimité à raconter, sur leur légitimité à raconter, sur quoi raconter et c'est vrai que dès le début, on a beaucoup discuté, notamment avec Olga, pourquoi c'était intéressant qu'elle aussi raconte, même si elle n'était pas physiquement, au cœur de la guerre. Parce qu'en fait et je pense que d'une certaine façon, heu, plein de gens partagent ça. Alors plein d'Ukrainiens qui ont dû fuir leur pays ou plein d'Ukrainiens qui sont la diaspora et qui habitaient déjà en dehors de l'Ukraine. Ils vont peut-être pouvoir s'identifier à tous ces sentiments, et à tout ce qu'elle a traversé et je pense qu'au-delà même, il y a beaucoup de gens, en France et dans le monde en général qui sont des gens qui ont quitté leur pays, pour des raisons difficiles, soit parce que leur pays est en guerre, soit pour, d'autres raisons et je pense qu'ils peuvent complètement, s'identifier, comprendre et être en empathie avec ce que Olga, et plein d'autres, Ukrainiens peuvent vivre de douloureux à distance et donc pour moi, voilà, c'était un facteur, d'identification important que Olga soit, là et ses paroles aussi dans le journal. Je vous confirme que ce choix d'inclure les 2 sœurs Olga et Sacha dans ce journal, c'était une solution tout à fait heureuse, puisque c'est vrai que, qu'en lisant ce journal, on se reconnaît, en fait. On se reconnaît, que ça soit du côté de Sacha à Kiev, que ça soit du côté, d'Olga qui raconte à son quotidien, ses angoisses, ses sentiments, tout en é ses actions aussi, tout en étant à Paris. Olga, on vous retrouve dans les premières pages de ce journal, dans ce sentiment d'impuissance, de panique, de l'inquiétude, presque mortelle parce que vous n'êtes pas toute seule à Paris, vous avez un conjoint, mais toute votre famille, non seulement Sacha, mais aussi votre mère, votre père, votre mamie, donc toute la famille est là, donc et voilà, on vous retrouve avec ce sentiment errer dans Paris, aller au travail, mais être, être tout le temps en fait à l'actualité, à regarder les écrans, à lire les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, dans les premiers jours et peut-être aussi des semaines et voire des mois, cette écriture méthodique que Elisa vous a demandé était aussi une sorte de thérapie, c'est-à-dire une espèce de discipline, un écran entre votre dedans, très angoissé et l'extérieur, le monde extérieur? Alors, je suis très contente, de cette question, merci beaucoup, heu, puisque, à vrai dire, je vais commencer dès le début. En fait, la première semaine où Elisa nous a proposé d'écrire, ce journal, c'était complètement, automatique, pas parce qu'on l'a fait avant, mais parce que j'étais pas du tout dans mon état, normal, et vivable. Donc enfin je faisais en gros ce que Elisa m'a demandé sans trop réfléchir, à quoi ça servait et pourquoi on le faisait. Donc tout ça, c'est arrivé, après, beaucoup plus tard. Mais en effet, à un moment donné, peut-être je pense qu'après un mois d'écriture, on s'est rendu compte, enfin moi de mon côté, je pense que Sacha aussi du sien, que, ce journal, ça nous permettait aussi d'échanger entre nous. Même si le journal, c'est vraiment on écrivait vraiment en pensant à nos lecteurs. Enfin tout d'abord à Elisa, comme Elisa, c'était une sorte de prisme. Enfin, on écrivait à Elisa, mais on s'adressait à nos lecteurs. Mais on s'est rendu compte enfin moi je me suis rendu compte que je pouvais écrire, quand même pas mal de choses que je ne pouvais pas dire, directement à Sacha.
Donc oui, comme une sorte de psy, psy par écrit. Donc oui, oui, tout à fait thérapeutique, tout à fait. Et donc en effet, quand, après 2 mois d'écriture, quand les rachistes, comme on les appelle, avec Sacha, enfin et tous les Ukrainiens aussi, donc ils sont partis de Kiev. La tension, c'est vrai qu'elle est partie, elle a commencé à partir petit à petit et là, on s'est posé la question, est-ce qu'on continue et qu'est-ce qu'on pourrait dire et qu'est-ce qu'on pourrait écrire? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'on nous lit tout simplement toujours? Et ce qu'on a fait, on a posé cette question directement au lecteur, dans le journal. Je ne sais plus si c'était moi ou Sacha et on a eu pas mal de réponses donc qu'Elisa nous a transmises et Heu, bon, on a décidé, en quelque sorte, de continuer à écrire, mais par contre, là, on a décidé de parler de l'Ukraine, de notre pays, de raconter un peu son histoire, sa culture, la musique, les poètes, et les musiciens qui sont pas connus. Donc on a décidé d'écrire, voilà, sur notre pays natal et j'avoue que c'était aussi thérapeutique pour nous. Vraiment, on a redécouvert notre pays. En écrivant, en posant les mots sur le papier, on a redécouvert, notre patrie. Donc c'était pour moi personnellement, c'était une révélation, que j'aurais jamais, pensé, dé décou redécouvrir enfin. Voilà, c'était, donc tout à fait, je suis d'accord, c'était une vraie, une sorte de thérapie. Et Sacha, on vous découvre tout de suite dans ce journal déjà, presque déjà dans ce parking, ce fameux parking, qui se trouve dans l'appartement, dans l'immeuble de l'appartement, d'un de vos amis, avec toute la famille, avec votre mère, avec, votre, ex petit copain, avec tout le monde, avec cette foule. Je pense que plusieurs Ukrainiens peuvent se reconnaître, en fait, dans cette pratique de se ressembler face à ce danger-là. Et donc voilà, si cette demande à vous d'écrire, voilà, donc vous décrivez dans les premières pages que, parfois vous vous réfugiez dans ce parking pour écrire ce petit texte sur ce qui se passe, pour témoigner, pour raconter. Donc, est-ce que pour vous aussi c'était une certaine discipline? Parce qu'au départ, vous aviez bien sûr beaucoup d'activités, votre mère et vous aussi, vous prépariez à manger pour la défense territoriale. Il y avait des tâches très concrètes, de survie en fait à tout le monde, mais à la fois ça donnait, est-ce que cette écriture, elle donnait une autre dimension aussi à votre expérience? Parce que c'était une expérience de extérioriser en quelque sorte ce que vous viviez et de raconter et puis de devenir cet œil sur la guerre, nécessaire pour l'extérieur, pour l'étranger. Oui, merci Tatiana. Je pense, que le début était très, rapide, et au mois de mars, au mois de février, oui, toujours, on vivait déjà tous les Ukrainiens vivaient déjà le début de la Grande Guerre et la vie était, à mon avis, bon, ma vie était plutôt onirique. Moi, je tout a changé, pas seulement l'extérieur qui a changé avec les bombardements, les sirènes, le froid de février, c'était, bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire? Et la vie a complètement changé et bon, la routine a changé, nos objectifs quotidiens étaient plus les mêmes, pas du tout et les relations entre nous tous avec mon petit copain à l'époque, avec, ma meilleure amie Yana, chez Yana, on était en fait tous et bien sûr le journal il est est apparu, comme quelque chose de très rapide et j'ai pas du tout réfléchi. J'ai pas du tout pensé qu'on allait tenir ce journal pendant 1 an. Il y avait aucun mini projet même dans ma tête, mais je voulais juste documenter tout ce que je vivais pour que les gens comprennent, je sais pas, partagent, cette réalité
et que nous ne restions pas seuls. Notre pays, notre Ukraine, les Ukrainiens ne restent plus seuls comme c'était toujours pendant les années de l'indépendance, et depuis le début de la guerre, depuis Maïdan, on restait quand même plutôt seuls qu'avec les partenaires. Et moi, je voulais, juste, dire tout ce que je voyais, la vérité qui était juste autour de moi. Je pense qu'il s'agit de la documentation plutôt que du journal, intime, au début. Et je l'ai fait pendant 2 mois, quand Kiev a été constamment en risque, de je sais pas, de l'invasion totale. C'était de la documentation pour moi et il s'agit pas de la thérapie, pas du tout. Genre, en fait, vous pouvez comparer au début, il y a pas beaucoup de réflexions que je mets dans mon journal. Il y a toujours, cette documentation de tout ce qui se passait autour. Et après, quand les Russes, ont été, comment dire, envoyés par notre armée, et voilà, et Kiev a été libéré dans quelque sorte avec toute la région. C'est là où je déménage, je quitte notre abri et je finis ma relation avec Victor. Donc ma vie change complètement et ça, à ce moment-là, je commence à réfléchir, en fait. Je mets beaucoup de réflexion et beaucoup de choses qui parlent déjà du journal intime dans le sens propre, à mon avis. Oui. Elisa et vous, vous découvrez, à vous, tout à vous, parce que vous êtes la première lectrice, n'est-ce pas, de ces envois, textos de Sacha et d'Olga. Vous découvrez une certaine intimité d'une famille. Sacha, vous la connaissez pas à l'époque physiquement, dans le sens que vous n'avez jamais vu. Vous découvrez des histoires, de famille, des engueulades, par exemple, de Sacha avec maman. Vous apprenez plein de choses qui, normalement, on raconte pas à des gens qu'on connaît pas. Qu'est-ce que vous avez appris, vous qui connaissiez l'Ukraine d'ailleurs, avant cette grande invasion? Vous êtes venue plusieurs fois comme journaliste en 2014 et peut-être après. Qu'est-ce que vous découvrez sur les Ukrainiens en lisant, voilà, ces textes d'une manière tout à fait régulière? Je je sais pas trop comment répondre à votre question. Je sais pas ce que je découvre de l'Ukraine et des Ukrainiens en général, parce qu'évidemment, c'est toujours par le prisme, d'Olga et Sacha. Mais ce que je découvre, alors ça, c'est pas spécifique à l'Ukraine, mais peut-être ce que je découvre déjà, c'est que cette impuissance et cette frustration que l'on peut ressentir quand un tel événement vous arrive, elle est extrêmement douloureuse et elle rend fou. Et ça rejoint un petit peu votre question précédente sur comment Olga et Sacha ont, comment est-ce que ce journal a fait partie de, enfin, il fait partie de leur expérience de la guerre. Je pense que c'est aussi thérapie ou non, documentation ou non, peu importe comment on l'appelle. Je crois que c'est aussi une façon de lutter contre cette impuissance qui vous ronge. Enfin, je pense que vous le savez beaucoup, beaucoup mieux que moi, mais qu'il est très difficile enfin, c'est difficile de continuer à vivre, à survivre, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette circonstance, parce qu'on peut toujours faire plus, faire des dons, oui, contribuer, oui, s'engager, prendre les armes, enfin, toutes ces questions se posent de façon très aiguë quand une guerre arrive dans un pays ou un grand conflit ou un drame en général. Et je pense que ce journal pour les filles,
c'est aussi une façon de lutter contre l'impuissance. Alors évidemment, c'est, une goutte d'eau dans un océan, mais c'est aussi une petite façon de d'agir, dans une guerre qui est aussi une guerre, d'information. Et on sait bien que raconter, ça changera pas, la face du monde, et malheureusement raconter ne suffit pas à arrêter une guerre, informer ne suffit pas à arrêter une guerre, mais ça reste quelque chose d'important. Et informer le public français, bon, bah, ça l'était, c'était une façon d'agir d'une certaine façon. Et ce que j'ai découvert, de l'Ukraine, et des Ukrainiens, ça rejoint quelque chose que disait, Olga tout à l'heure. C'est-à-dire que, finalement, j'ai aussi, assisté, en lisant leurs écrits et en leur posant aussi beaucoup de questions, en leur demandant de creuser, certaines choses qu'elles disaient qui m'étaient pas compréhensibles. Heu, je les ai vues aussi, alors je ne sais pas si le mot découvrir ou redécouvrir, est juste, parce qu'elles connaissaient déjà la culture ukrainienne, mais de les voir, s'approprier, de les voir, se réjouir, de lire, de découvrir, de voir, des, des auteurs, des spectacles, voilà, des éléments de la culture ukrainienne, que moi je découvrais, à leur côté, et les lecteurs également. Ça a été quelque chose de très fort, et ça a été quelque chose, sur lequel, on a travaillé, parce que je leur ai beaucoup demandé aussi de, bah, voilà, de dire, ce qu'elles lisaient, ce qu'elles allaient voir, ce qu'elles ressentaient par rapport au quelles étaient leurs émotions quand elles redécouvraient tous ces pans de l'histoire et de la culture ukrainienne. Et ça passe de plein de façons. Ça peut être aller voir, un spectacle, pour Sacha, qui va super souvent au théâtre ou à l'opéra avec sa maman, ou ça peut être, Olga qui pose des questions à sa grand-mère, sur l'histoire de la famille, sur, la façon dont on a vécu, les guerres du XXe siècle dans leur famille. Donc voilà, ça passe de plein de façons, et je pense qu'on avait toutes, à cœur, à travers leur expérience, leur histoire familiale et leur perception d'aujourd'hui, de faire découvrir, en tout cas de faire passer quelque chose de l'histoire et de la culture, ukrainienne. Et oui, dans le journal, on retrouve, très vite, en fait, les signes de cette transformation identitaire, que ça soit chez Olga ou chez Sacha. Olga écrit dans le journal le 7 avril 2022, c'est-à-dire, tout de suite après le départ des troupes russes, de Kiev, de la région de Kiev. Je me permets de citer: «Olga, vous écrivez, et ma question s'adresse à vous: "Maintenant, avec ma mère et ma sœur, on parle tout le temps ukrainien. On s'est toujours parlé en russe. C'est fou comme sensation. C'est magnifique. On arrive à discuter de beaucoup de choses profondes. On passe vraiment à autre chose. Je suis fière." Alors voilà, 7 avril 2022, voilà est-ce que déjà cette pratique s'est instaurée comme avec une certaine continuité déjà, de parler ukrainien avec la famille? Donc c'est un effort de votre part, mais c'est aussi un effort de la part de vos parents, de votre mère, j'imagine? Donc est-ce que, c'est important? Est-ce que vous gardez ça? Oui, c'est quand vous à chaque fois quand j'entends cette citation ou je la relis, ça m'émeut énormément parce que, c'est vrai que nous, avec Sacha, on a fait, les écoles, ukrainiennes. On a toujours parlé ukrainien à la fac et même à notre travail, et je pense que à partir de 2014, je suis passée pendant les cours de français, donc comme à l'époque j'étais prof de français, je suis passée en ukrainien, quand je devais traduire, pendant les cours. Le fait de passer en ukrainien avec tous les membres de la famille et même avec ceux avec qui on parlait en russe, donc c'était notre maman et notre grand-mère aussi, donc avec, notre papa, on est passé en ukrainien un peu plus tôt. Hem C'est, ça vraiment ça a changé, c'est un sentiment de, comment expliquer? De retrouvailles avec soi-même, avec ses racines, avec,
avec ses racines, tout simplement. Et c'est vrai que j'ai personnellement, j'ai ressenti une sorte de soulagement, comme, comme si, quelque chose revenait à la norme, à la normalité, et c'était tellement naturel pour nous. Enfin, je sais que c'était naturel pour Sacha aussi. Heu, c'était très agréable. C'est vrai que je vais raconter une blague. Avant, quand on se disputait, on utilisait les gros mots. Maintenant, quand on veut dire quelque chose de dur ou d'inapproprié, on passe en russe. Donc pour nous, cette langue est devenue un peu une langue de, heu, je oui, voilà, de d'injures ou des choses qu'on n'aurait pas, forcément employées dans la discussion tranquille et normale. Hem, donc cette transformation, ce changement est assez drôle. Heu, donc voilà, moi personnellement, ça me fait très plaisir de de passer à un ukrainien et de re aussi quelque part, oui, je pense que c'est le bon mot, de redécouvrir sa langue. Parce que c'est vrai que, dès la naissance, on a parlé avec notre maman en russe, donc c'est notre 1re langue, la langue maternelle en 1er. Et certains mots, et aussi le fait de penser en russe, ça change énormément quand même, parce qu'on maintenant, je pense en ukrainien ou en français, et il y a toute une sensation de soi-même qui change. Heu, c'est des transformations extraordinaires. Je saurais pas trop expliquer au niveau, neuronal, ou linguistique pour l'instant, quels sont les changements, mais en tout cas, c'est une redécouverte de de soi, de ses racines. Voilà, c'était une transformation identitaire, voilà, de langue, Tout à fait. redécouverte des soi. Sacha, à part cela, en même temps, donc je reviens au mois de mars 2022, il y a des passages qui m'ont fait rire dans ce journal. En fait, on est mi-mars 2022, vous êtes à Kiev, et donc vous racontez que, vous regardiez avec tous les gens dans la même chambre un film de Tarantino. Et vous ajoutez là, je cite, «Très à propos, on est resté jusqu'à 3 heures du matin, on entendait des explosions». Donc je vois cette scène, voilà, cette scène de regarder le film de Tarantino et de se retrouver dans une ville bombardée. Et dans d'autres endroits aussi, il y a cette ironie en quelque sorte qui découvre une autre dimension, de la guerre. Ce que la guerre, c'est pas seulement tragique et pathétique, mais il y a une place pour des réactions tout à fait humaine. Vous écrivez dans votre journal, mi-mars, je cite encore une fois, on est mi-mars, vous écrivez: «On commence à beaucoup penser au futur après la guerre, après la victoire. Est-ce qu'on va revenir à la vie qu'on a eue avant? Y aura-t-on une vie normale? J'aimerais bien changer de métier. Je voudrais travailler dans l'économie verte». Et quand je lis ça, voilà, travailler dans l'économie verte tant que Kiev et avec des barricades, avec, la défense territoriale partout, ça fait rire en quelque sorte. Donc voilà, noter ces réactions normales, d'un être humain ou d'une jeune femme, voilà, dans une situation comme plusieurs autres. En même temps, donc ça découvre un visage, très humain en fait de voilà, de gens qui sont dans la situation de la guerre. Oui, bon, ça me fait rire, aussi maintenant parce que je ne travaille pas dans l'économie verte et bon, il y a pas encore, la fin de cette guerre, mais sûrement, oui, en fait, les blagues ukrainiennes, je pense que c'est un sujet de thèse, c'est un sujet de, je sais pas, de l'examen, d'expertise. Il y aura des bouquins, des livres à examiner, notre l'humour, ukrainien. Moi, j'adore toutes les choses, mais Elisa, elle le sait déjà aussi, elle connaît un tout petit peu déjà ce côté, ukrainien et c'est hallucinant. Ça me fait rire et sourire beaucoup. Les choses les plus dures se transforment tout de suite, à une façon
de survivre, de supporter avec ce sens d'humour et moi j'adore ça. Je mets plusieurs, blagues, plusieurs anecdotes et plusieurs, choses comme ça dans mon journal parce que c'est ma façon de vivre aussi. Quand je communique avec les gens, je le fais moi-même, donc très, très souvent et je me souviens de toutes les blagues, de tout, des anecdotes que j'avais mis dans le journal à chaque fois. Voilà et sûrement, beh, au début, c'était pas une blague par contre pour l'économie verte et Non, mais ça m'a justement fait rire parce que imaginez quelqu'un qui se trouve, à Kiev au mois de oui, mars et qui pense changer de métier oui. et passer à l'économie verte, ça fait Au début, rire. je pouvais me projeter, dans le futur, dans l'avenir parce que mois de mars, comme j'ai dit, la vie était onirique. Je je ne pensais pas du tout que ça pourrait durer longtemps, la façon de vie, au parking avec le risque, des troupes, russes qui étaient à côté, des chars, qui peut-être rentraient dans la ville, les voisins de ma copine, qui avaient leurs fusils aux épaules. Ça ne pouvait pas durer longtemps et à mon avis. Donc je pensais tout de suite, à la fin de tout ça, mais quand les troupes ont été renvoyées et la ville a repris sa vie, là, je découvre un moment, mais exceptionnel, que la guerre devient la routine. J'ai adoré le mot que vous avez utilisé pendant l'émission avec Olga, la banalité. Ça veut dire que ça devient tellement, normal que là, je découvre que je ne peux plus me projeter à l'avenir parce qu'il y a pas la fin de guerre. Il y a pas et peut-être, on n'aura pas encore assez longtemps et donc la vie qui se transforme, l'avenir qui n'est pas juste par rapport à la réalité. Je peux pas voyager, je ne peux pas peut-être changer du travail comme je le voulais, avant et justement le 24 février, 2022, dans la matinée, j'avais un entretien d'embauche pour, heu, pour une compagnie de construction ukrainien. C'était une grande, compagnie de construction et je voulais, faire partie de l'équipe du marketing qui s'occupait vraiment c'était un poste pour, dans quelque sorte, pour l'économie verte aussi. Alors, j'étais tellement dedans et bien sûr, c'était annulé, dès le commencement des bombardements et j'y suis jamais revenue. Maintenant, comme bon, je suis prof de français et je continue cette affaire française, de notre famille et voilà, j'ai complètement oublié ce désir, cette volonté de ouais, et c'est pour ça, cette citation me fait rire parce que j'avoue, j'y suis jamais revenue, j'y ai jamais pensé même. Voilà. Oui, oui. Elisa, je reviens à ce que vous avez écrit dans la préface, sur, quelques points tournants de ce journal. Puisque après la découverte de cruautés russes à Boutcha, Irpin, Borodianka, donc, vous évoquez les questions de légitimité que d'ailleurs vous avez déjà évoquées lors de notre entretien. La légitimité de ce que racontent les filles Olga et Sacha par rapport à la guerre et donc il y a des moments, voilà, de quand on se met devant l'abîme, en fait. Et donc vous avez quand même persévéré jusqu'à 50 semaines et donc le journal, en fait, il s'arrête mi-février 2023 au moment
ou d'ailleurs, tout juste où cette époque très noire des blackouts était, presque terminée et donc ma question, est-ce qu'il y avait des moments, au fur et à mesure de ces longues semaines où vous essayez de convaincre les filles à continuer? Et pourquoi d'ailleurs, vous arrêtez à 50 semaines et ne pas continuer jusqu'à, par exemple, 1 an? De guerre, même si vous mentionnez que votre souhait était d'arrêter le journal le jour de la victoire, mais maintenant on comprend que c'était une illusion, que la guerre malheureusement peut durer trop longtemps. Hem, déjà, on savait pas du tout évidemment que ce journal, durerait, aussi longtemps, 50 semaines. C'est-à-dire qu'on a commencé la première semaine et puis on a continué, au fur et à mesure. On a eu la chance, je pense, évidemment d'être soutenu par, le journal Le Monde, et de pouvoir publier, semaine après semaine, mais c'était pas, un acquis. C'est-à-dire que chaque semaine, au début, on se demandait plein de choses. On se demandait si les filles allaient pouvoir continuer, si elles auraient, encore envie de partager des choses, et cetera. Donc il y a eu plein d'étapes comme ça un petit peu, différentes et puis évidemment, du côté, du journal Le Monde, et quelque part c'est un peu normal, ils se demandaient si les filles allaient continuer à être, lues, si ça continuait d'intéresser les lecteurs et cetera et hem et donc, je sais qu'à la place qui était la mienne, c'est-à-dire celle d'intermédiaire, je demandais régulièrement à Olga et Sacha si elles voulaient continuer, si elles étaient d'accord. J'avais, surtout pas envie qu'à un moment elles se sentent, obligées ou forcées ou enfermées dans ce format. Donc, je faisais très attention à ce que ce soit toujours, évidemment avec leur concours et d'une certaine façon de leur initiative qu'elles continuent, à travailler avec moi sur ce journal. Et puis de l'autre côté, au fur et à mesure, on a commencé à avoir de plus en plus de retours de lecteurs, des gens qui envoyaient, des mails au courrier des lecteurs, des gens qui envoyaient des lettres, des poèmes, des cartes postales, chez qui ça faisait remonter, des souvenirs, de guerre, de la Seconde Guerre mondiale, en France, et puis aussi des gens qui formulaient que assez simplement qu'en fait, ils se seraient pas, intéressés à cette guerre, en tout cas pas du tout aussi longtemps, s'il y avait pas, ce point d'attache, qu'étaient devenus Olga et Sacha et c'est vrai qu'à partir du moment où les gens ont commencé à dire ça, c'est-à-dire qu'ils continuaient à s'intéresser, à cette actualité, dramatique, parce qu'ils avaient l'impression d'avoir un lien, spécial, presque l'impression de les connaître et que du coup, à travers, les récits d'Olga et Sacha, ils restaient, proches d'une certaine façon de ce qui se passait en Ukraine et bien, pour moi, pour nous, ça veut dire que le travail qu'on faisait, avait une utilité et avait atteint son but, c'est-à-dire de maintenir, éveillée, la conscience des gens qui auraient pu se sentir éloignés de cette actualité. Bon après c'est valable pour plein d'autres actualités, hein, mais là c'était c'est sur la guerre en Ukraine et pourquoi 50 semaines, et pourquoi pas plus? En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a enfin, on s'est régulièrement demandé si on continuait, si, c'était pas trop lourd à porter, y compris pour Olga, et Sacha. Et en fait, à un moment, on s'est dit: «Bon, bah, pour les 1 an de la guerre, voilà, on va, arrêter d'une certaine façon» et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est arrêté mi-février parce qu'après, il y a eu un plus long article qui a fait la couverture de M, le magazine du week-end du Monde. Hem, il y a eu un plus long article que j'ai écrit et où j'ai interviewé, Olga et Sacha, sur leur expérience de ce journal. Donc en fait, si vous voulez c'est sorti, la semaine, du 24 février pour l'anniversaire. Donc on a continué jusqu'au 1 an. Et puis depuis, février, dernier, février 2023, comme, il y avait un lien quand même, très fort, avec les lecteurs et puis aussi, même de la rédaction, hein, des journalistes, du magazine, du Monde, il paraissait impensable, impossible d'arrêter,
Et donc on a réfléchi à un autre format, qui prenne peut-être un peu moins de place dans la vie des filles, mais bon ça elles en parleront, mieux que moi. C'est-à-dire celui de la correspondance. Donc maintenant chaque mois, chacune écrit, une, lettre. Donc c'est un peu le même principe au sens où on travaille toutes les 3 sur ces lettres, mais c'est une lettre, et non pas un journal, de bord, tenu, chaque jour. Donc une lettre, mensuelle. Oui, c'est un superbe projet et nous sommes, très heureux de lire, un peu plus tard bien sûr, voilà, c'est cette correspondance-là. Ce qui est très heureux dans ce livre, c'est que on peut lire sur 2 voyages. Un voyage, de Sacha d'abord, à Paris, heu, en octobre et puis un voyage d'Olga, à Kiev en novembre. Alors, et ça serait peut-être ma dernière question à vous toutes les 2. D'abord Olga, vous vous rendez, à Kiev au mois de novembre, en rétrospective, voilà donc voilà, en lisant cela, je me rends compte, c'est ironie de sort, vous avez choisi le pire moment de venir à Kiev puisqu'il y a voilà ce grand noir, puisqu'il y a des blackouts, puisqu'il y a pas d'électricité. Je dis voilà, pendant toutes les opportunités, vous avez choisi la pire en fait de venir et qu'est-ce que et vous écrivez dans un endroit, que voilà, la guerre est réelle et donc vous écrivez beaucoup sur ce que ça fait à vous de voir, des destructions, de voir des gens en uniforme, dans la rue, voilà, des soldats, voir les checkpoints, voir, votre famille aussi. Alors, racontez-nous, maintenant vos impressions, ce que vous a marqué lors de ce retour dans le pays que vous connaissiez tout autre Mmh. avant. Hem, il faut commencer par mon état, qui était plutôt très, positif et heureux de revenir dans mon pays, même en état de guerre, même en voyant, les en arrivant à Kiev, j'ai vu, Boutcha et Irpin, donc les bâtiments avec des taches noires, des missiles. Mais, comme depuis un moment j'ai un vrai mal du pays, heu, comme je pense n'importe quel, heu, expat ou immigré, ça me rendait plutôt heureuse d'être là, pendant ces moments difficiles avec, ma famille et surtout tout mon peuple, enfin de me sentir vraiment, heu, chez moi. Voilà, donc ça c'est un point très, très important. Je pense qu'en arrivant là-bas, je me sentais même mieux en étant sur place et en voyant vraiment ce qui se passe, avec ma famille, ce qui se passe autour. C'est une sorte d'une fausse impression qu'on contrôle, du contrôle. En fait, bien évidemment, il y en a pas, puisque la première grande attaque que j'ai vécue, c'était le jour de mon départ. Je pense que c'était soit le 7, soit le 8 novembre. Je pense que c'était le 7 novembre où je repartais, donc en France et là, c'était pas drôle. Je voyais Sacha qui on peut dire, qui s'est habitué déjà à ces attaques, mais moi non, pas du tout, donc c'était assez stressant, mais c'est vrai que ça les je me suis sentie dans cet état un peu onirique. Et tout simplement d'attente, parce qu'on attend, on attend de ce qui va se passer une seconde après. Est-ce que ça tombe? Est-ce que ça tombe pas? Est-ce qu'on reste en vie, dans une demi-heure? C'est complètement dingue, de ces moments-là. Heu Même si j'avais déjà vécu des petites attaques, enfin des sirènes surtout, des sirènes, je pense que des attaques un peu moins conséquentes. Ça, j'ai plutôt bizarrement bien vécu. J'étais avec Sacha dans son appartement, donc je me sentais, dans une sorte de sécurité, qui n'est pas réelle, pas du tout. Voilà, donc c'est ce qui concerne, mes états pendant les attaques et puis, c'est vrai que Sacha habite à côté de l'hôpital, on voit, l'hôpital des militaires, on voit pas mal de gens, hein, qui ont perdu des membres, pas mal de gens en uniforme. Hem,
Bah, je sais pas, à chaque fois quand je passe devant, je pensais que ce serait très, très dur de le faire, mais on se pose beaucoup de questions de comment réagir à des gens qui ont, hem, enfin des militaires qui ont perdu des membres et qui se sont battus. J'ai très vite pris cette habitude de juste de dire bonjour avec ma tête et de mettre la main au cœur. Heu, c'était très court, hein, j'étais pendant une semaine à Kiev, mais une fois de plus, ça me mettait dans un état de confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sentais beaucoup beaucoup mieux là-bas, tout en étant dans une insécurité qu'ici à Paris, dans un pays où il y a pas de guerre. Heu, voilà, une telle chose assez bizarre. Oui, c'est vrai que je me sens beaucoup plus tranquillement, beaucoup plus tranquille et sereine, quand je suis à Kiev. Oui, tout à fait. Donc, je j'avoue aussi la vérité, ce qu'on découvre dans le journal, pendant encore le mois de mars, avril 2022 quand, vous, Olga, vous restez tout le temps connectée à l'actualité, vous dormez pas jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures du matin et tant que Sacha, elle écrit dans le journal de bien dormir, de dormir jusqu'à, midi et puis de prendre des actus 3 fois par jour. Donc elle se force aussi de donc il y a quelque chose de très vrai. D'ailleurs, je fais cette observation, plusieurs fois, y compris dans ma famille, puisque c'est aussi donc j'ai aussi une sœur qui vit à l'étranger, en Allemagne. C'est aussi elle qui m'écrit parfois pour dire où sont les missiles et donc vous allez être bombardés et cetera. Tant que nous, en se trouvant à l'intérieur de la situation, on est beaucoup plus relaxés. Sacha, vous faites, vous, aussi un voyage à Paris. Vous employez tous les 2 souvent cet adverbe onirique et donc c'est un voyage quelque peu onirique aussi pour vous en octobre 2022. Voilà, vous voyagez à Paris pour découvrir cette normalité, on va dire, de la vie d'avant et puis qu'est-ce que ce voyage vous a apporté? De sortir de la guerre et puis de retrouver votre sœur et de retrouver des repères? Je pense que mon voyage, n'était pas si onirique que ça parce que et bon, je me suis préparée, vraiment. C'était un bon moment. Je suis partie pour l'anniversaire d'Olga, comme je le fais, c'est une petite tradition quand même, faire des visites, pour les fêtes et c'était un voyage merveilleux, vraiment et quand je pensais que j'allais sentir quelque chose de spécial. Je sais pas, un moment où je quitte, le pays en guerre. Mais non, j'ai rien senti. C'était justement assez dur comme voyage, ce train de Varsovie qui n'est pas du tout confortable. Ah ben, nous s n n sauf Elisa qui fera un jour ce voyage, c'est sûr, mais nous connaissons ce trajet qui est très, très dur et le train n'était pas confortable. J'ai découvert, ce train, après bref, c'était pas du tout facile à faire et j'ai rien senti quand j'ai franchi la frontière. J'ai rien senti, bien sûr. Bon, c'était une illusion de changer quelque chose, mais après, quand je suis venue déjà, à Paris, par avion, j'ai pris l'avion Varsovie-Paris et franchement, le bruit de l'aviation, des avions, surtout dans le ciel, du coup, ça a changé complètement la perception parce que pour moi, si en Ukraine, dès que j'entends le bruit d'avions de chasse, je tombe par terre. J'ai mis ces réflexions dans mon journal aussi. La première chose qui a complètement changé, changé la réalité, ce sont des avions dans le ciel. Et après, pendant des jours et des jours à Paris, j'ai, je sais pas, j'ai commencé à dormir mieux, oui, la normalité, j'ai vu beaucoup de gens qui me connaissaient, qui savaient des choses.
de ma vie qui lisaient le journal? Sûrement, beh, bien sûr, ils lisaient le journal, c'était les potes d'Olga, de Yanis, de son conjoint et ils me connaissaient et moi peut-être je ne connaissais même pas leur prénom et ça, c'était dingue parce qu'en Ukraine, personne ne savait ce qu'on faisait et moi, pour moi, l'Ukraine, c'était une chose, beh, vraiment intime et du coup, en France, je découvre, beh, je vois la première fois Elisa et c'était je dirais une retrouvaille et c'était très dur, hein, de de comprendre que là, ici, ce truc, il a de l'influence, quoi. C'est notre journal, il est bien lu, on rend visite chez Le Monde aussi. Ah, ben j'étais stressée, mais positivement, mais très, très c'était pas facile et donc c'était, un voyage magnifique pour moi avec cette découverte, du journal en vrai, qui est plutôt extime qu'intime. C'était l'anniversaire d'Olga avec la fête, c'était Elisa et Le Monde, et du coup, ce qui était le plus dur pour moi, c'est de revenir. Parce que, tu t'habitues tout de suite à quelque chose de mieux, meilleur et moi j'ai pas du tout capté, le moment où, j'étais rentrée déjà. J'ai pas compris que je me suis, mise, dans un état de dépression et je l'ai fait 2 fois, bon, j'ai fait 2 voyages, à l'étranger et 2 fois dépression, disons comme ça. La première fois, j'ai pas du tout, compris ça et je me suis pas adressée, à mon thérapeute, j'ai pas du tout compris et la deuxième fois, j'avais déjà heu, cette expérience, on peut dire et je me suis dit: «Mais, OK, je prends 2 semaines de, thérapie, vraiment pour moi. Je m'oss je m'occupe de moi, je ne fais rien de beh, je fais rien. Je fais du sport, je travaille un tout petit peu, je parle à personne et donc le plus difficile, c'était de revenir. Voilà. Oui, c'est pas facile parce qu'on replonge dans une réalité tout autre qui reste malheureusement tragique et qui reste pas facile et qui risque de durer. Merci beaucoup Sacha. Merci Olga, merci, Elisa. Merci pour ce livre qu'on peut lire et qui témoigne de choses, importantes sur cette guerre. Et donc merci d'avoir, mentionné Elisa, votre nouveau projet. On espère, en tout cas moi j'espère, que vous allez mettre le point final dans cette correspondance entre 2 sœurs, le jour, de la victoire et que ce projet il va se terminer uniquement avec la victoire, de l'Ukraine. Merci beaucoup. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Olga et Sacha Kourovska et Elisa Mignot, toutes les 3 co-auteurs du livre Le journal d'Olga et Sacha, paru chez Actes Sud. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.